C'était une carrière, on va dire, sur laquelle les gens avaient récupéré le gypse et grattaient la glaise pour construire. Mais comme ça, je parle des années 20. Et sinon, tout autour, c'était des champs ou des murs à pêche. Oui, c'était un dépaysement total, en fait, parce que c'était une grande étendue. Enfin, c'est toujours, je pense. Et le souvenir que j'ai, c'est que c'était, en fait, pour moi, petit, ça me paraissait très grand. Toute la crête qui se trouve entre la limite Noisy-le-Sec, Romainville, Montreuil, du côté de la Boissière, était couverte de végétation, boissière, bois. Et il y avait un petit bois qui était là, qui a été défriché. Même les rues en face qui descendaient sur ce qui est maintenant l'autoroute A3 et où il y avait je pense des horticulteurs, parce que j'ai le souvenir que mes parents, ma mère achetait des fleurs et des légumes du jardin. Je me souviens très bien être allé sur les rues en pente en face de l'hôpital, en descendant là, il y avait on achetait directement dans des jardins. On allait à 2 pas de la résidence pour acheter les œufs chez une dame qui avait des poules. Et quand maintenant on parle de produire local, ce quartier-là avait un potentiel énorme. Il y avait toutes les petites rues, tous les petits quartiers qui avaient un air de province. C'était la province, on trouvait de la végétation partout. Et jusqu'au fort de Romainville, il y avait une petite cité qui ressemblait aux petites cités ouvrières, des petites maisons avec des jardins. Mais c'était pas c'était comment dire, m'expliquer, des petits logements avec des cours, oui. C'était que des petites maisons et des petits pavillons. Il n'y avait pas de beaucoup d'immeubles. Hein. On peut apercevoir les maisons, les petites maisons qui devaient être des maisons ouvrières, toutes identiques, avec il y avait des venelles qui traversaient, qui rejoignaient le boulevard de la Boissière. C'était des petites baraques, des petits jardins et tout ça, tout autour. Il n'y avait pas. Même en bas de la rue Saint-Denis, il n'y avait pas. C'était des champs de culture. Le mec, il labourait ça avec le cheval et tout ça. Hein. Derrière nos maisons, il y avait un champ, un très grand champ qui allait de la rue des Saules-Cloués jusqu'au boulevard Aristide-Briand. Et il y avait un paysan qui venait avec son cheval. Bon, il venait avec une camionnette dans laquelle il y avait le cheval, mais après, il labourait avec son cheval. Et c'était juste derrière notre jardin. Là, dans cet endroit où la rue Fernand-Lamaze était obstruée, il y avait un marchand de fruits et légumes qui vidait ses surplus de marché sur le terrain, là, comme ça. Et donc, nous, ça se terminait en bagarre à coups de fruits, plus ou moins, avec ceux de la cité juste à côté, là. Il y avait ceux de la cité, donc la cité qui se trouve là, contre nous, qui nous trouvions là. Et c'était une avalanche de tomates. Et on se protégeait avec des couvercles de poubelles. Bon, c'était des boucliers pour se protéger. Tout à fait. Ce quartier, c'est un petit village. Les gens se connaissent, se disent bonjour, discutent entre eux. Des fois, ça dure même des fois très longtemps. À l'époque aussi, c'était moins construit le quartier. Il y avait des terrains. Moi, je me souviens quand j'étais petite, donc déjà le collège n'existait pas. À la place, il y avait l'école primaire Fabien où j'étais. C'était une école préfabriquée provisoire qui a duré 40 ans. Voilà, longtemps. Derrière, il y avait la petite maison qui était l'annexe de Casanova. On avait beaucoup de gitans dans le quartier sédentarisé. On avait donc tous ceux de la famille qui n'étaient pas assez sédentarisés qui venaient avec les caravanes s'installer dans le terrain. On en avait aussi des fois rue de la Lucine, souvent sur le terrain. Il y avait ces petites baraques qui sont plus semblables à des bidonvilles qu'à une véritable petite ville rurale ou un village. Il y avait encore quelques espaces verts, je dirais plus des terrains vagues. Après la guerre, ça se bidonvillise. C'était un bidonville avec toutes les caractéristiques du bidonville de l'époque. On n'avait pas la palette de bois dit les bases bleues, donc c'était fait avec des tôles ondulées, avec des morceaux de bois de récupération, avec des sommiers, et les toitures étaient faites avec des bidons d'huile qui étaient coupés en deux à la cisaille et qui après faisaient des tuiles totalement inoxydables parce qu'en acier graissé. C'était des petites maisons de bois, des maisons dans lesquelles habitaient... Alors nous,
On disait gitans, mais je ne peux pas assurer que c'était des gitans. Il y avait un petit chemin, on longeait ces habitations-là, et en faisant le tour, on arrivait dans un autre petit fabriqué, qui était une autre petite baraque, et c'était l'annexe de la bibliothèque de Montreuil. C'est exactement sur l'espace de la résidence des Ramenat, c'est exactement là. Là où il y a la cité des Ramenat, et d'ailleurs l'antenne de quartier, je crois, c'est ça. C'était des maisons, il y avait plein de sentiers en fait qui traversaient donc de la rue Saint-Denis enfin plein de sentiers, je sais plus combien parce que c'est trop lointain pour moi. Sentiers vraiment à l'ancienne, tout poussiéreux avec des vieilles baraques de gens pauvres. Hein. C'était des maisons, je pense en bois parce que c'est trop lointain pour me rappeler en détail, mais je pense que c'était des maisons plutôt en bois. Il y avait nous, les castors. Tant que je me rappelle, il y avait les HLM. Voilà. Oui. Le chiffre un peu plus bas, mais après. Là, les cités des Ramenat, nous, là, c'était entièrement, je sais pas comment, un terrain qui était occupé par des robes. On voyait des gitanes avec les grandes robes. En 79, quand j'ai acheté, ils étaient en construction. Donc, quand je suis arrivé, c'était un trou béant. L'idée a germé dans l'esprit de certaines personnes de se dire on va prendre notre destin en main. C'est-à-dire qu'on va construire nous-mêmes. La ville leur a donné un terrain pour 1 euro. Ils ont commencé à construire leurs immeubles eux-mêmes. Ici, on a 340 logements qui ont été construits entre 1955 et 1958. Toute la main-d'œuvre, qui n'est pas entre guillemets trop spécialisée, est assurée par les futurs habitants. Le gros œuvre étant traité à une entreprise, parce que là, on n'est pas dans des petits bâtiments, des bâtiments de 9 étages. C'est un immeuble qui est construit en structure béton, poutres et poteaux, et le reste, c'est du parpaing. Et du parpaing qui était fabriqué en place avec ce qu'on appelait une table vibrante. C'est-à-dire que sur la table, il y avait un moule qu'on remplissait de béton. C'était vibré et ensuite, on avait le parpaing. Et pour construire ça, il a fallu des centaines de milliers de parpaings. L'idée des castors, c'est donner son temps, sa main-d'œuvre à la communauté pendant 8 ou 10 heures par semaine. Et ce, pendant toute la durée du chantier. Mes parents ont quitté la Mayenne, la province, comme beaucoup de gens de banlieue, parce qu'il n'y avait pas de travail. Donc ils habitaient dans Paris, une petite chambre, un peu insalubre, ce qui fait que mon père est allé porter plainte au commissariat parce qu'il y avait un abus de la part du loueur. Et c'est en allant au commissariat qu'il a vu une annonce qui informait des castors à Montreuil. C'est le crédit foncier qui avançait l'argent pour les gens qui n'avaient pas d'apport. Mes parents n'avaient rien, pas d'apport. Et les gens qui s'engageaient à travailler le week-end, samedi, dimanche, chaque week-end ou journée passée à travailler était une déduction sur le remboursement. Mes parents, ils habitaient à Malakoff. Clairement, il n'y avait pas assez de place dans le petit logement qu'ils avaient là-bas. Et donc, ils faisaient, comme tous les castors, ils faisaient un trajet en vélo, Malakoff ici, pour venir faire des heures, ce qui permettait d'avoir l'appartement moins cher, etc. Et les gens étaient bien contents d'avoir ça, ils sont restés très très longtemps en fait. Les gens qui voulaient avoir un appartement, qui voulaient pas être dans le mouvement Castor, donc venir faire des heures, ils avaient chacun une carte comme ça, quoi. Ici, ça a été construit par les pompiers et par les gendarmes. Donc, le principe, c'était les fondations elles-mêmes ont été faites par les professionnels, mais tout le reste, c'est par les gens eux-mêmes. Les gens qui ont construit venaient de tout horizon, mais c'était surtout, ici, ça a été surtout des pompiers. Au début, c'était des pompiers. Mais bien sûr qu'il y avait des gens qui pouvaient être comptables, instituteurs ou autres, bien sûr. C'était des professions plutôt catégorie moyenne, on va dire. Je me souviens qu'il y avait pas mal de... Il y avait quelques gendarmes, des pompiers, des banquiers, enfin des gens qui avaient des professions déjà assez, d'un niveau moyen, quoi. C'était pas forcément des ouvriers, contrairement à ce qu'on pourrait penser par rapport
ce grand bâtiment énorme qui maintenant passerait pour une cité bas de gamme. À l'époque, je pense que c'était pas le cas. Dans les castors même, c'est vrai que l'ambiance était très sympa parce que les gens se parlaient. Moi, j'ai habité Paris avant, où les gens, je connaissais pas. Hein. Les gens, ils viennent, ils vont travailler, ils reviennent, ils rentrent chez eux, et ils se connaissent vraiment pas. Tandis que là, les voisins, ils nous demandent des nouvelles. S'ils ne nous voient pas pendant quelques jours, on s'inquiète. C'est vrai que c'était une société en fait relativement homogène. Alors, très, on va dire, franco-française, de petites gens ou de classe moyenne, pas au-delà, mais de gens qui se connaissaient bien, qui partageaient un peu les mêmes idées sur le style de vie. Beaucoup de gens ouvriers, beaucoup de gens qui travaillaient, beaucoup de familles nombreuses, des familles qui avaient 3 enfants. C'était plutôt la moyenne à l'époque. C'est vrai que les gens qui se sont retrouvés la pelle et la pioche à la main étaient des gens qui étaient relativement jeunes. Hein, on disait que c'était des gens qui avaient 25 ans, on va dire. Quand on a 25 ans en 55, eh bien on est né quand ? On est né à la fin de la guerre. Hein, on est né pendant la guerre. On est né dans une ambiance particulière, c'est-à-dire que soit on l'a supporté de plein fouet, soit ses parents l'ont supporté de plein fouet, et les rapports humains pendant la guerre, hein, quel que soit l'âge, c'est autre chose. C'est autre chose, c'est-à-dire que la camaraderie, l'entraide, le respect de l'autre, bah aujourd'hui, l'esprit reste encore un peu. Le travail et l'application sont les premières qualités requises du castor. Un pour tous et tous pour un. Les castors reprennent à leur compte cette devise, mais considérant qu'elle recouvre une idée d'autodéfense contre l'adversité, ils ajoutent à cette forme de solidarité l'élément moteur d'une véritable fraternité au service d'un idéal constructif. Tout castor doit recevoir aide et protection de tous les castors du groupe. Et au début, ça a été très très dur. J'ai discuté avec des gens qui étaient courbis, baignères, ceux qui étaient de la rue de Rouny ou ceux qui étaient du parc Montreux, ils ont dit qu'ils en avaient chié. C'est-à-dire que leur vie familiale, elle en prenait un coup. C'est qu'est-ce que tu fais ce soir, mon chéri? Je vais bosser. Mais tu viens de travailler 72 heures ou tu as fait ta journée de 9 heures. Oui, mais je vais bosser. Et puis on loge où en attendant? Et aussitôt que les premiers logements ont été faits, il y avait des gens qui vivaient dans les garages. Donc on aménage le garage pour pouvoir y vivre et être sur place à toute proximité pour pouvoir donner encore plus de travail. Je me rappelle bien que quand on traversait la résidence pour aller à l'école ou sortir de la résidence, on marchait sur les matériaux pour passer par-dessus les comment on appelle ça, les creux qui avaient été faits par les travailleurs, quoi, pour faire passer les canalisations, etc. C'était en travaux, oui. Je me souviens des grilles, c'était pas fini, quoi. Je me souviens des grilles qu'on mettait pour pas prendre de la boue dans les chaussures. Absolument, des caillebotis. Je revois encore des petites pelleteuses là, qui travaillaient un peu plus bas. C'était en train de se finir, en fait. Moi, je suis venu une fois, c'était encore de travaux, mais c'était des finitions, déjà. Il y avait eu un tirage au sort pour attribuer les logements. Donc on était au 2e étage, ça donnait sur l'intérieur, donc on était face, les 2 bâtiments face à face, quoi. On n'avait pas la vue dégagée qu'avaient les autres, mais bon, malgré qu'on avait ce bâtiment, on n'avait pas comme trop l'impression d'être étouffé. Donc j'ai évalué la distance à plus de 50 mètres entre les 2 bâtiments. À la fin, quand les immeubles sont terminés, les appartements sont tirés au sort. C'est-à-dire que c'est pas moi je veux celui-là, non, on va tirer au sort, tu as au 3e étage, tu as au rez-de-chaussée, mais ce sont tous les mêmes. Comme ça, il n'y a pas de jaloux, c'est logique, hein, c'est la meilleure des choses de toute façon. Ils sont tous les mêmes à 1 mètre carré près. Tous les logements sont des 4 pièces.
de 61 mètres carrés ou 62 mètres carrés. C'est un luxe, presque. D'arriver à l'endroit où on a des toilettes à l'intérieur de la maison, pas sur le palier, une salle d'eau. Nous, on se lavait dans un baquet. Le chauffage. Il y avait une cuisinière qu'on alimentait comme on pouvait. Ces bâtiments sont au milieu de rien. Il n'y a rien. Il y a juste en face, il y a un bidonville qui est en cours d'aménagement. Il y a les Romainville et des logements HLM qui se construisent, mais il n'y a rien. Il y avait une carte postale des castors. Et là, je me suis interrogée, mais cette carte postale, pourquoi ils ont fait une carte postale? Carte postale que j'ai trouvée qui montre les castors pas finis, ou alors tout juste finis parce que la clôture n'est pas encore faite. Donc cette carte postale est extraordinaire, parce qu'on ne voit que les castors et les châteaux d'eau. Il n'y a rien autour et on voit les gens qui pique-niquent sur les pelouses, peut-être à l'emplacement de l'hôpital. C'était ces 2 bars et le château d'eau. On le voyait de partout. Et c'est pour ça qu'il y a eu cette carte postale. Parce que ces 2 bâtiments mettaient en valeur cet horizon de tous les côtés. De tous les côtés. On avait ce terrain vague qui nous ouvrait la vue sur Rosny, puisqu'on était en hauteur. Et de l'autre côté, on avait la vue sur Vincennes. Et on apercevait le rocher du Zoo. Et ça, assez tardivement, jusqu'à la construction de la cité des Ramenas. Une vue des castors prise en 1968. Exactement ici. D'abord. Ça. Ensuite, il y a ça. Sanneau. Un peu plus par là. On va la mettre comme ça. Les castors, c'était le point culminant pratiquement. Donc le Bourget commence là. Et on voyait les avions décoller du Bourget. Ces châteaux d'eau là ont été construits. Je m'en souviens, le béton était coulé jour et nuit, avec des projecteurs. Et moi, je les voyais de ma chambre, parce que c'était juste en face. Et puis, juste à côté, adjacent, puisque c'était la plus grande cité, on avait construit un mini centre commercial intégré qui était quelques pavillons, mais il y avait tout. Tous les petits immeubles, c'était de commerçants. Il y avait un prisinique, il y avait le fleuriste. Il y avait un boucher, il y avait un libraire qui vendait le journal, etc. Il y avait un bureau de poste, un service public. Ça, c'était important parce que plein de gens y passaient, quoi. Nous, c'était notre poste. Elle était plus près que celle de la Boissière. Ça a changé quand elle a disparu. Ça a été une perte pour nous. Là où il y a le kebab, c'était une supérette qui s'appelait à l'époque la Parisienne. On ne l'invente pas. Et à côté, il y avait ce fameux comptoir français, par le père François, qui est maintenant aujourd'hui une laverie. Il y avait alors ce qu'on appelait le comptoir français, qui était un petit supermarché, une supérette, où on vendait beaucoup de légumes frais, une pharmacie qui existe toujours, un laboratoire, une blanchisserie, et mon frère, et ça j'avais oublié, mon frère m'a dit, il y avait aussi une grainerie, c'est vrai que ça me revient en mémoire. Et il y avait aussi beaucoup de magasins qui étaient plus les magasins comme on a l'habitude de voir par exemple à Paris. Il y avait magasins de vêtements pour enfants, une bonnetterie, enfin il y avait tous ces magasins qui ont plus ou moins disparu avec le temps. Le centre commercial, les gens qui se sont installés dedans ont bien compris leur intérêt. Il n'y avait rien autour, et là on a quelques 1000 personnes, on va dire, 1000 clients potentiels. Plus tous ceux qui sont autour, tous les petits pavillons, toutes les petites maisons qui sont dans le coin, aussi bien à Romainville qu'à Noisy-le-Sec, qu'à Montreuil. Ça représente quelques milliers de clients. Ça, c'est le haut du boulevard de la Boissière, avec l'arrivée sur la place des Trois Communes. Là, c'est trottoir Noisy-le-Sec. En face, c'est trottoir Romainville. Ce pâté de maison doit être Montreuil. Donc là, j'ai connu exactement, alors les Trois Communes, j'ai connu exactement comme ça. Dans le temps, il y avait un super dynamisme au niveau du quartier. Moi, quand j'étais petite, il y avait tout ce qui était kermesse d'école. Donc, c'était pas juste les parents d'élèves, c'était vraiment ouvert sur le quartier. Le carnaval tous les ans dans le quartier. C'était malade. C'était avec monde. Dans le les carnaval était fait avec les écoles. Ouais. Les écoles ont fait des marchés de Noël.
C'était et en lien avec les habitants. C'est la fête des prix à l'école Fabien. Donc c'est la rue de la Duisse avec les castors en face. Donc les castors étaient pas loin de l'école. Donc c'était une école en préfabriqué, dans mes souvenirs un peu insalubre quand même. Hein. Quand il y avait du soleil, ça brûlait les yeux. Et quand il pleuvait, C'était la guédouillasse. le matin de l'inauguration, la loge, il y avait 10 cm d'eau dans la loge. Avec les fenêtres qui fermaient pas et les murs on pouvait presque passer un coup de poing à travers. Enfin ça devait être des parois amiantées basiques. Il était prévu de construire une nouvelle école. Mais ça a mis 45 ans, d'ailleurs je crois qu'elle n'existe même pas. Je pense que c'est le collège qui a tout pris, mais donc elle n'a jamais été construite. Il y avait l'école Casanova, ça oui, et il y avait les 2 écoles du boulevard Aristide-Briand, bien sûr, mais on a vu le collège se construire. Et pour l'époque, c'était une construction ultra moderne. On allait alors la Boissière Fabien. Là. Moi, ça s'arrêtait avec Daniel en 5e. Et moi, j'ai la 3e, été obligé d'aller au lycée de Montreuil. C'était surtout primaire au départ. L'école Fabien était mixte. L'école La Boissière était encore garçon-fille. École de garçons d'un côté, école des filles de l'autre, séparées par la cour, quand on jouait, par un mur. Il n'y a qu'à la sortie qu'on se retrouvait. Je me rappelle qu'en cours d'école maternelle, ça c'est quelque chose que j'ai gardé en souvenir. Donc un petit garçon de 5 ans, donc. Hein. Il est venu nous chercher dans la cour et dire, il faut qu'on se dise au revoir, parce que l'année prochaine, on ne sera plus ensemble. Les filles seront d'un côté, les garçons de l'autre. Moi, j'ai encore appris à écrire au porte-plume, avec les petits encriers, donc avec Léon. C'était en 70, donc on a l'impression qu'effectivement, ça n'avait pas changé depuis les années 40, voilà, ou les années 30. Puis il y avait encore les fameuses pupitres. Vous savez, avec l'encrier, les porte-plumes, l'ardoise avec les craies, le tableau avec le bâton au milieu, et après vous l'enfermez avec les bâtons. Je l'ai reconnu, ça. En 71, on a introduit le stipend, des stylos plus où on avait les petites, comment ça s'appelait, les cartouches, voilà, les cartouches d'encre, et le bic. Mais jusqu'en 70, effectivement, on écrivait encore à la plume avec les encriers. C'est mon frère, donc dans la cour de l'école. Donc cette petite école, bah ouais, c'était, on va dire, beaucoup de gens des castors, évidemment, et puis de la cité Léo-Lagrange qui était derrière, parce qu'il y avait aussi, cité HLM, beaucoup de familles. Hein. Je crois qu'on était, oui, il y avait 360 appartements, donc c'était un bon millier de personnes hein, qui habitaient au Castor, et des gens qui se connaissaient bien, parce qu'il y avait un véritable réseau entre les habitants. Tout le monde se connaissait, malgré qu'il y a 360 logements. Tout le monde se connaissait, de toute façon. Je ne dis pas que vous connaissez tout le monde, mais c'est un peu ça. Hein. Dans les escaliers, ça bougeait très très peu. Un peu comme une famille. Oui, vous avez Castor. Tous ces gens se côtoyaient, se voyaient. Il y avait beaucoup de passerelles à l'époque. Et comme je dis, c'était très homogène, sociologiquement parlant. Donc probablement avec ces passerelles étaient plus faciles à franchir qu'elles ne le sont peut-être aujourd'hui. On se focalisait moins sur les origines, la religion. Les voisins, on les connaissait. Hein. Il y avait les vendeurs de l'humanité. Donc, oui, il y avait une vie, on connaissait les gens, quoi. En mai 68, en fait, ma mère s'est retrouvée seule. Et c'est la première fois que mon père est parti si longtemps, puisque les frontières étant fermées, il ne pouvait plus revenir en France. Il n'y avait pas de train, il n'y avait pas d'avion, bien évidemment. Il n'y avait pas de douane, les douanes étaient en grève. Enfin bref, donc ma mère s'est retrouvée seule pendant un mois, sans argent, avec mon frère qui avait 5 mois à l'époque. Et là, il y a eu un vrai... la solidarité a marché. Les voisins lui prêtaient de l'argent. Une de ses voisines qui avait une maison de campagne à 80 km de Paris lui rapportait du lait et des œufs, presque comme pendant la guerre, presque. Enfin bon, voilà, il y a eu... Donc elle a survécu grâce à cette entraide qui existait vraiment. Quand on est dans un immeuble collectif, même si on n'a pas de vie commune, on ne laisse pas mourir de faim son voisin, d'une part. Et d'autre part, on est en mai 68. Les gens apportaient du café ou piquaient de grève des usines ou des activités à côté. Il y avait des fêtes, il y avait des gamins qui se baladaient avec un piano sur roulette pour aller... Non, c'était mai 68, c'est autre chose. Ce qui rassemble les gens, c'est souvent l'associatif, quoi. Donc là, oui,
il y avait une cellule du PC, donc les gens se rencontrent, quoi. Ça crée des liens, hein, forcément. Monsieur Rousseau, là, qui était très par ailleurs très sympa, il distribuait ou il vendait l'UMA juste là, à la porte d'entrée. À l'époque, c'était normal. Mon père faisait le porte-à-porte le dimanche pour vendre l'UMA en porte-à-porte, et j'allais avec lui. Donc les gens me connaissaient, ils me donnaient des bonbons, c'était bien agréable. Les vendeurs de l'UMA partaient du siège du Parti communiste qui se trouvait exactement devant le presbytère de l'église Saint-Pierre-Saint-Paul avec leur sacoche et venaient faire du porte-à-porte pour vendre l'UMA. C'était l'Humanité Dimanche. Mais l'Humanité Dimanche était attendue par les enfants parce qu'on ne vendait pas que l'Humanité Dimanche, on vendait aussi Vaillant, le journal le plus captivant. Puis on vendait Roudoudou et Rikiki. On vendait Placide et Museau. Et le dimanche soir, tout ce qui n'avait pas été vendu était bouillonné. Avec un ciseau, il coupait le coin pour montrer que ça n'avait pas été vendu et c'était donné. Donc le lundi, il y avait des tas d'enfants qui attendaient qu'on leur donne ce qui n'avait pas été vendu le week-end. Mais c'était je dirais une autre ambiance. Là, les gens se parlaient ou discutaient. Mais c'était pas forcément des gens du lieu, c'était des gens qui venaient aussi de l'extérieur. Il y avait un monsieur qui habitait justement dans les maisons, là, et il recevait aussi l'Humanité, et peut-être même qu'il la vendait, l'Humanité. Donc, c'était sur le quartier, c'était pas uniquement sur les castors. Là, nous sommes sur la limite de Montreuil et Romainville, Noisy-le-Sec. On est sur la rue de la Duise. C'est bucolique, mais si on était venu il y a 30 ou 40 ans, on aurait une vue assez extraordinaire sur la plaine de Rosny, vers Villemomble, etc., où on voyait au printemps tous les arbres roses, tous les arbres blancs en fleurs. Ici, c'était des champs avec de la culture diverse et variée, mais on est sur des terrains pentus. Alors il pouvait y avoir de la vigne, mais c'était fini la vigne, on faisait plus de vin. Il pouvait y avoir quelques arbres fruitiers encore. Et sinon, il y avait pas mal de petites constructions qui s'étaient édifiées parce que le boulevard de la Boissière étant à proximité et sur le boulevard de la Boissière passait un tramway. Ce tramway permettait de rabattre, comme on dit, les gens très rapidement. On n'avait pas à venir à pied de la mairie de Montreuil ou de la gare de Fontenay. On allait effectivement se promener au fort de Noisy et le fort de Romainville. Je me souviens être allé avec ma mère cueillir des fleurs, là où il y avait les murs à pêche. En fait, il y avait encore des fleurs sauvages. Le fort de Romainville était ouvert à la population. Les enfants se fabriquaient des traîneaux en bois. Donc, pour glisser, puisqu'il y avait du relief, pour glisser sur les pentes et sur l'herbe. Et donc on y allait l'hiver, on faisait de la luge, on y allait se balader. Donc ça faisait beaucoup entre les terrains vagues, les choses en construction, les maisons plus ou moins abandonnées. J'arrive, j'ai fini mes devoirs, dehors. Derrière, on aperçoit deux choses. La première, c'est les murs anti-bruit de l'autoroute A3. Et derrière, en arrière-plan, le fort de Romainville. L'autoroute A3 a été ouverte dans fin des années 60, début des années 70. C'est une coupure, ça détruit complètement le paysage et les liaisons qu'il pouvait y avoir entre les villes et donc créer vraiment une balafre au milieu du paysage. Je me rappelle qu'au moment de la construction, on était allé se promener à pied sur l'autoroute, mais on avait bien vu... On avait bien vu ce que ça faisait dans le quartier, que ça a coupé des quartiers, ça a complètement coupé des quartiers. Je faisais le trajet à pied pour aller au lycée Jean Jaurès. Je pouvais traverser toutes les résidences, il n'y avait pas de résidence fermée. Et je pouvais accéder au lycée par l'entrée qui donnait par la rue qui est derrière. Maintenant, traverser Montreuil à pied, tout est fermé. C'est fermé, vous êtes obligé de contourner.
C'était très court par là et c'était bucolique, quoi. Il y avait des petites maisons avec des petits jardins. Moi, j'aimais bien passer par là. Et puis, oui, cette fameuse autoroute a rompu le charme. Les gens qui vivent là vivent la notion de frontière. On n'est pas romainvillois contre les Montreuillois ou autres. Ils vont fréquenter les commerces qui sont là, les autres vont fréquenter les commerces qui sont en face. Il y a une perméabilité et un échange total. On n'était plus sur le quartier des 3 communes. Donc je crois même pas, en tant qu'enfant, je me suis jamais posé la question si j'entrais à Noisy-le-Sec ou si j'entrais à Romainville ou si je restais à Montreuil. Donc oui, on allait faire nos courses. La Boissière aussi, tout est à la limite. Donc entre la Boissière, on allait beaucoup à Noisy-le-Sec du côté de la place Carnot. Il n'y avait pas franchement de frontières communales. Moi, je m'en souviens pas. J'allais au marché à Romainville parce qu'il était plus près que Montreuil. La piscine de Romainville, elle est juste à côté, c'est Elle est plus pratique. près de chez nous que... Prise unique, c'est Romainville. Alors, en face des Castors, on prenait la rue du Chemin Vert. Je retourne en enfance parce que le magasin, il n'a pas changé. Et puis, même la population qui le fréquente me rappelle mon enfance. Même entre les commerces, entre les commerces de Montreuil et Romainville, il n'y avait pas de rivalité. Puisque c'était Montreuil et Romainville, le village, tout le monde se connaissait. On pouvait donc passer de Romainville à Noisy-le-Sec derrière, et puis le stade de Noisy-le-Sec avec la piscine qui était en plein air. C'était naturel d'aller dans les villes autour. C'était presque provincial, quoi.